Je l'ai dit, la difficulté pour faire la bombe à fission, c'est l'enrichissement de l'uranium. La difficulté pour la bombe à fusion, c'est la compression de l'étage secondaire. Et de toute façon, pour cette deuxième bombe, il faut forcément avoir la première. Si tu veux te procurer l'arme, il te faut de l'uranium enrichi. Tu peux le voler, mais ces transactions sont ultra surveillées. Tu peux le faire toi-même à partir d'uranium naturel, mais pour ça, il faut user d'un des trois procédés vus juste avant, calutron, cascade de séparation ou centrifugeuse. Oui, en fait, vu comme ça, c'est pas si compliqué. En fait, j'aurais juste à acheter ou voler soit une centrifugeuse, soit un calumet, un calutron, et du coup, c'est bon, je fais ça dans mon garage. Oui, mais ton calutron, il va consommer en électricité plusieurs milliards de watts en puissance. Ta cascade de séparation, c'est un équipement de diffuseur réparti sur un millier d'étages avec des membranes hémiperméables. Bon, ta centrifugeuse, il faudra la faire tourner à 50 000 tours par minute, et il t'en faut pas qu'une seule. Donc, c'est clairement pas simple. Et je pourrais pas plutôt utiliser les centrales nucléaires civiles? Oui, c'est disons un autre moyen. Utiliser les réacteurs pour en faire des réacteurs plutonigènes, c'est-à-dire pour recueillir le plutonium 239, autre matériau fissile bien connu. Ça, c'est un vrai risque. Alors comment font les Nations Unies pour que ça n'arrive pas? Alors, c'est le système de non-prolifération des armes nucléaires. C'est d'abord un traité en fait. Un traité qui a été signé en 1968, un traité de non-prolifération qui engage les pays signataires à ne pas se la procurer. Il s'agit d'un engagement qui, en cas de non-respect, peut vous exposer à des problèmes de relations internationales très graves. Ensuite, et surtout, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors cette agence, que fait-elle à ton avis? Elle contrôle les réacteurs pour voir si on s'en sert pas comme réacteur plutonigène. Oui, et puis généralement, elle procure des garanties aux vendeurs et aux acheteurs d'uranium, de raffinement et de conversion de l'uranium, d'enrichissement de l'uranium, et toute technologie nucléaire existante. Des garanties qui disent, bah, ce bidule ne sera jamais utilisé pour faire des armes, je m'en porte garant. Et pourquoi elle peut donner ces garanties? Parce qu'elle fait des contrôles. Des contrôles comptables, des contrôles de quantité, des contrôles d'utilisation des réacteurs. Elle surveille en particulier les réacteurs de recherche. Ce sont des réacteurs qui sont utilisés par les chercheurs comme source de neutrons. Cela, il est capital de les surveiller. Quand l'Afrique du Sud a déclaré avoir détruit l'arme qu'elle possédait en 1991, c'est cette agence qui a vérifié si c'était vrai. Mais j'ai l'impression qu'elle peut pas avoir la tête partout non plus. Oui, enfin, le problème avec cette agence, c'est qu'elle ne contrôle que ce qu'on lui déclare. Elle part du principe, grosso modo, que ceux qui fabriquent illégalement des armes nucléaires auront de toute façon besoin, à un moment ou un autre, d'acheter sur le grand marché des technologies nucléaires sous garantie de l'agence. Et donc, ils vont le faire et finiront par être contrôlés. Tu peux voir les choses comme ça. Mais la vérité vraie, c'est que elle n'a pas pour mission de traquer les opérations clandestines. En fait, elle est en grande partie forcée à avoir confiance dans les États. Il existe pas mal de moyens d'échapper à son contrôle. Par exemple, elle ne contrôle pas toujours les ventes d'uranium raffiné ou converti. Elle ne peut pas contrôler tous les laboratoires. Elle peut installer des vidéos de surveillance, mais elle ne peut pas contrôler toutes les expérimentations non plus, surtout sur les réacteurs de recherche. Elle peut faire des visites surprises, mais si le pays dit oui, oui, d'accord pour la visite surprise, mais venez plutôt cet après-midi parce que ce matin on a un brunch, ça reste très difficile de dire non. Parce que l'agence, elle ne peut pas se mesurer à un État. Après, il peut arriver que ces inspecteurs rencontrent une irrégularité, ou se heurtent à une vraie résistance, comme en Irak par exemple. Elle a eu des soucis avec Saddam Hussein en 1998 parce que Saddam Hussein refusait les contrôles surprises. Et dans ce cas-là, elle fait quoi? Eh bien dans ce cas, elle va se plaindre à papa et maman, enfin au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc auprès des États-Unis. Voilà. Alors attention, hein, les membres de l'agence ne sont pas des Américains. En Irak, les inspections pouvaient être faites par des Soviétiques ou des Hongrois. En principe, l'agence est très neutre. Mais en cas de problème, c'est souvent les États-Unis qui vont orienter l'attitude à adopter. Et un pays qui tient tête à l'agence peut se retrouver avec des graves problèmes. Dans le cas de l'Irak, Saddam Hussein a reçu des missiles américains en représailles en 1998. Donc ça rigole pas quand même. Alors il y a un traité, il y a une agence, et il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, les contrôles faits par les États eux-mêmes à l'exportation, les douanes. Et ces contrôles sont adossés à un ensemble d'engagements informels conclus entre les pays industrialisés, qu'on appelle le Club de Londres. Mais bon, là encore, hein, les engagements pris par les États sont affaires de paroles données. Si un pays exige des garanties trop strictes à l'État qui veut lui acheter un réacteur, par exemple, l'acheteur ira voir ailleurs.
Donc être trop strict dans les contrôles n'est pas non plus une bonne chose. Bah oui, si vous dépensez 140 millions de dollars par an dans un programme nucléaire civil et que vous vendez un seul réacteur, eh bien vous allez être forcé de revoir votre politique ou peut-être aller chercher des contrats un peu plus obscurs, des acheteurs un peu moins honnêtes pour rentrer dans vos frais. Et ça c'est important de le comprendre parce que c'est un peu comme ça que des États nucléaires inattendus ont pu émerger. Le Pakistan, il est devenu nucléaire comme ça, en exploitant ce genre de faiblesse de la part de pays industriels comme le Canada ou la France. La non-prolifération, c'est par essence très fragile. Ce sont des pays qui acceptent de ne pas se procurer des armes, qui donnent des gages de leur bon vouloir, mais ça reste malgré tout une histoire de confiance ou d'argent, comme souvent politique. Il ne faut jamais oublier que parmi les signataires du traité, il existe des États ambitieux, hostiles aux États-Unis, et qui ne supportent pas le caractère discriminatoire du traité de non-prolifération. Mais comment ça, discriminatoire? Le traité de non-prolifération est discriminatoire. Je veux dire par là qu'il conforte les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine, dans leur privilège de la possession de l'arme, parce qu'ils l'ont tous obtenu avant 1968, donc avant le traité. Ils sont, si vous voulez, l'élite, ceux qui sont intouchables. Mais pour tous les autres pays du monde, que se passe-t-il? On leur demande un renoncement unilatéral. Et ça, c'est particulièrement humiliant pour les puissances émergentes qui essayent de s'industrialiser et de rattraper l'Occident ou de rivaliser avec lui. Alors oui, l'Ouganda, ça lui fait une belle jambe de ne pas avoir l'arme nucléaire. Andorre et le Vatican, ils ont encaissé le coup, c'est pas eux qui posent problème. Mais l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Irak, l'Iran, l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous ces ambitieux, ils vont devoir faire un choix. Est-ce que je laisse tomber ou est-ce que j'essaie quand même? Et les décisions qu'ils vont prendre peuvent être très diverses. Il y a des pays qui avaient un programme nucléaire et qui vont décider de l'abandonner. C'est le cas de l'Argentine et du Brésil. Il y a aussi des pays que j'appellerais chanceux malchanceux. En gros, ceux qui ont obtenu l'arme par un gros coup de bol et qui ont dû la rendre. Je veux parler des puissances issues de l'éclatement de l'Union soviétique et sur lesquelles étaient entreposées des armes nucléaires. Kazakhstan, Biélorussie et Ukraine. L'Ukraine a possédé l'arme nucléaire. Oui, oui, elle avait des stocks de l'époque soviétique. De quelle pression la Russie et les États-Unis n'ont-ils pas usé pour les lui faire rendre? Cet épisode est d'ailleurs assez étrange. L'Ukraine est un pays archi-pauvre et corrompu, et pourtant, elle allait se retrouver propulsée puissance nucléaire comme ça. Et ça paraissait aberrant pour les membres permanents. Alors elle a tenu, la petite Ukraine, elle a tenu 5 ans pour échapper aux foudres des géants de ce monde. Mais au bout de 5 ans, harassée, elle a fini par rendre la mort dans l'âme les missiles à la Russie, tel un hobbit rendant au Nazgûl un anneau qu'il n'aurait jamais dû trouver. Bon, pardon, je me suis un peu égaré. Reprenons notre énumération. Il y a eu d'autres pays qui ont dû détruire des stocks qu'ils possédaient, mais qu'eux, ils avaient obtenus à la sueur de leur front. Par contre, je pense à l'Afrique du Sud, qui a détruit ses stocks en 1991. Il y a des pays aussi qui refusent de signer le traité pour ne pas se sentir obligés, et qui sont parvenus à leur fin par leur ingéniosité et par l'espionnage. C'est le cas de l'Inde et du Pakistan. Ces pays-là vont bien sûr se vanter de ce succès. Et quand je dis se vanter, je veux dire par là faire des essais nucléaires bruyants pour manifester leur victoire auprès des sismographes du coin. Il y a eu aussi un pays qui a signé le traité, mais qui a eu l'honnêteté de se retirer, c'est le cas de la Corée du Nord, qui n'a pas tardé aussi à faire des essais souterrains dans les années 2000. Il y a aussi des pays qui sont signataires, voilà, ils ont signé c'est sûr, mais ils ont clairement essayé de jouer un double jeu, comme l'Irak de Saddam Hussein dans les années 90, ou l'Iran devenu révolutionnaire. Le premier a fini par abandonner le projet, mais sur lui a pesé un soupçon d'ailleurs qui aboutira à la guerre d'Irak. Le deuxième, l'Iran, c'est probablement le prochain pays qui aura l'arme nucléaire, et ça c'est très très inquiétant, parce que l'Iran, pour des raisons idéologiques, est probablement le pays qui déteste le plus les États-Unis. Et que ne fera-t-il pas au nom de l'islam? Ça fait assez peur. Il y a aussi un pays qui a pu profiter de la complicité d'un État nucléaire avant le traité. Je veux parler d'Israël et de sa complicité avec la France dans les années 1950. Israël est un État possesseur de l'arme, mais qui se mue dans un silence absolu sur cette question. Il ne veut pas confirmer cette possession ni l'infirmer. Mais pourquoi il dit rien?
Pourquoi Israël se tait? Ça, c'est une vraie question. D'habitude, un pays qui possède l'arme nucléaire cherche plutôt à le montrer, au contraire, hein. C'est ce qu'ont fait les Indiens, par exemple, hein. Regardez la belle explosion qu'ils ont fait en 1974 et qu'ils ont qualifiée de pacifique, entre guillemets. En fait, ils nous disaient eh oui, les amis, nous sommes une puissance nucléaire désormais, donc ne nous embêtez pas trop. Oui, c'est ça qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Oui, c'est la dissuasion nucléaire. Et quand l'Inde va faire un essai thermonucléaire cette fois en 1998, 2 semaines plus tard, le Pakistan en fait un aussi. Comme si le Pakistan répondait à l'Inde eh ben c'est marrant ça, regarde moi aussi. Rajoute connard. Oui, en fait, la dissuasion consiste à montrer ouvertement qu'on possède l'arme nucléaire, en faisant un essai qui va faire trembler le sol. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord fonctionnent comme ça. Et les 5 membres permanents aussi, en fait. Mais pas Israël. Non. C'est là qu'on voit que la dissuasion nucléaire ne décrit pas la totalité du problème. Israël possède l'arme, c'est sûr, mais il se mue dans un silence assourdissant. Peut-être qu'il pense que le silence suffit à inspirer la crainte. Si vous avez un avis sur cette question, hein, pourquoi Israël n'officialise pas la possession de l'arme, vous pouvez dire votre avis. L'histoire de la non-prolifération, c'est finalement un ensemble d'accords, de hochements de tête, de coups fourrés, de plastronnades. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y a aussi une dernière catégorie de pays que je n'ai pas mentionné encore. Ceux qui pourraient l'avoir s'ils se donnaient la peine. Comme le Japon. Le Japon pourrait se doter de l'arme, mais il ne le fait pas. Parce qu'il est sympa. Si jamais un jour le monde va mal, le Japon l'aura en moins de 6 mois. C'est là qu'on sent la fragilité en fait de tout cet édifice. Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime ou laissez un commentaire, c'est hyper important, ça me permet de monter dans le référencement. Si le cœur vous en dit, passez sur ma plateforme Tipeee, vous pourriez y faire un don à la mesure de votre générosité. Je vous signale que je vais faire également un petit épisode extrêmement court sur la dissuasion nucléaire pour compléter tout ce que je viens de dire et qui, je l'espère, vous divertira et vous intéressera. À très bientôt sur ma chaîne.